Alors, bonsoir. Merci, Gabriel, et à vous tous aussi. Dans notre situation, comme Gabriel a dit, il faut parler dans cette table ronde de nos expériences pour ce qui est du développement des comités d'entreprise. Et comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut le faire rapidement. Je ne veux pas ajouter de nouvelles informations. Tout a été dit par Volker, par Gianluca et Massimo, qui a coordonné et élaboré aussi les projets, développé les projets. On a dit ce matin qu'il faut exprimer, il faut dire, exposer ce qu'on pense. Et je crois que la vision de nos syndicats est que certainement il y a eu un développement considérable et dans certains cas, on n'a pas atteint les niveaux souhaités ou bien on n'a pas fait ça avec la vitesse qu'on aurait souhaité avoir. Et ça pas par la faute des syndicats, mais seulement parce que on a trouvé beaucoup d'obstacles dans notre contexte, sur notre chemin. Donc, je vais continuer, je vais parler, même si la présentation n'est pas visible, il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire que dans cette période, une fois qu'on a la mise en place de la directive, il y a une poussée très importante et il y a aussi un ralentissement, c'est-à-dire un arrêt véritable dans la création de comités d'entreprise européens, non pas tellement dans la création, mais dans le fonctionnement des comités d'entreprise. Donc, je crois que nos collègues de la Commission peuvent le confirmer. On va aller vers une automatisation des réunions et ceci n'aide pas à atteindre les objectifs qu'on essaie d'obtenir avec le comité d'entreprise. Comme M. Volker a dit tout à l'heure, nous avons besoin d'alliances syndicales transsectorielles et aussi besoin de fédérations syndicales peuvent renforcer ces mécanismes qui puissent créer une synergie pour avoir une capacité d'information plus grande et pour permettre à tout le monde d'être capable de donner des réponses et de faire face aux défis de ceux qui essaient d'échapper devant la responsabilité dans leur pays d'origine pour chercher des marchés ou des situations de marché ou de production qui sont plus favorables. Donc, pour ce qui est de ces alliances qui sont nécessaires et qui doivent être permanentes, nous avons eu un exemple la semaine dernière avec ce qui s'est passé au Bangladesh, où ils ont été capables de créer une grande corporation et de signer quelque chose qu'ils essayaient de ralentir, donc qui était aussi un exemple de bonne pratique et qui ne pouvait pas être spontané. Donc on avait besoin de ce mécanisme qui devait être plus raffiné, plus précis pour obtenir certaines solutions. Donc, la stratégie du projet Mumia, dont on fait partie, nous semble bonne, nous semble appropriée. Et l'analyse aussi de ces dossiers a été partagée par tout le monde, par tous ceux qui ont participé à la création. Vous avez vu le fichier PowerPoint qui parlait de nos origines, d'où on vient en Espagne, mais on va sauter, c'est ça. On ne va pas parler des origines, mais notre mouvement syndical en Espagne, les responsables du syndicat
nous sommes en train de nous faire des efforts encore pour le faire. On voit la création d'un comité d'entreprise européen comme un objectif encore très loin. C'est pour ça qu'on est en train de faire des efforts, de travailler. Même pour nous, il est difficile d'expliquer la difficulté de création avec ces comités. On n'a pas un refus, mais on a une attitude assez froide de la part des employeurs. Dans ces contextes, dans mes diapos, j'avais inclus des données officielles. En 2011, Gabriel a déjà parlé de ça. En Europe, pour ce qui est, par exemple, la constitution en Europe des comités d'entreprise, on a atteint 34,8%, mais en Espagne, on a atteint seulement la moitié. Donc, du point de vue syndical, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est vrai que les effets de la crise sont en train de nous ralentir, de nous bloquer, mais nous obligent à nous occuper à quelque chose qui est plus lié aux intérêts des travailleurs qui sont spécifiques de chaque pays. C'est pas une critique, mais c'est une constatation de la réalité quotidienne. Donc, c'est un défi que nous devons affronter. Les scénarios actuels de l'Espagne, que vous le connaissez très bien, la crise économique, les données, mais vous savez qu'aussi à l'intérieur de cette crise économique, le gouvernement est en train de prendre des mesures qui vont aider les droits des travailleurs et donc les droits et les possibilités aussi des syndicats. Donc, on a eu vraiment une perte de droits, une réduction des droits et des syndicats. Et bien sûr, ceci va avoir un impact sur la constitution des comités d'entreprise et sur notre situation industrielle où les comités d'entreprise sont très forts, sont en train de diminuer. Donc, il y a une structure des entrepreneurs qui est en train, d'une certaine manière, de se diluer grâce à des stratégies, par exemple, d'externalisation, de travailler de manière collatérale avec ces unités externes. Donc, ceci cause beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. En Espagne, nous avons une situation de négociation de conventions collectives qui est à l'arrêt d'une certaine manière. Et ça, c'est bien sûr une difficulté supplémentaire et qui va avoir aussi des impacts dans la création de comités d'entreprise européens. Nos délégués des syndicats, par exemple, proviennent de conventions collectives, de la négociation collective. Donc, nous avons besoin de travailler davantage pour nous soutenir dans les confédérations nationales industrielles, aussi surtout dans les fédérations, dans les domaines, dans les secteurs du commerce, par exemple. Nous devons continuer à travailler beaucoup dans ces secteurs, dans ces domaines. Nous avons aussi des points faibles que je voulais souligner. Et qui concerne ce qui est en train d'être créé dans les contextes nationaux, c'est-à-dire un affaiblissement au niveau national du mouvement syndical qui nous oblige à revenir en arrière, à nous rentrer d'une certaine manière dans notre pays, à défendre notre espace, nos conventions, à défendre nos conventions collectives et défendre des questions si simples comme le droit syndicaux. Et nous croyons que tout ça pourra diffuser, disperser d'une certaine manière les initiatives parce qu'on a besoin d'alliances syndicales au niveau international. On n'a pas une force, assez de force syndicale. Volcker parlait de ça tout à l'heure et il a vu que dans certains pays, ils ont eu besoin de temps très long pour créer des comités d'entreprise. Nous avons aussi quelque chose qui est assez commun dans tous les pays,
c'est-à-dire une interprétation très relative des droits d'information et consultation. Tous ceux qui participent à nos réunions savent que nous discutons tout le temps. Même si on est protégé par la loi, on n'a pas d'application pratique. Ensuite, il y a aussi les problèmes de la langue. Et comme souvent ils ne respectent pas le droit des formations de cadre, il y a aussi les problèmes des langues et ça représente une barrière qu'on est en train d'essayer et qu'on essaie de surmonter. On croit donc qu'il est nécessaire de renforcer les comités d'entreprise européens, renforcer ces outils. Et ça, c'est un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire la stratégie des accords cadres globaux. Il serait nécessaire de se synchroniser avec le comité d'entreprise européen parce qu'on a vu que toutes les entreprises européennes sont en train de délocaliser. Ils vont en Asie, ils vont en Amérique du Sud parce que probablement ça c'est un défi parce que dans l'avenir, on peut voir que certainement les entreprises européennes vont diminuer de plus en plus et ça sera une expression minimale dans le contexte européen. Donc, de mécanismes comme ceux que Mumia est en train de développer ont ce but, c'est-à-dire développer toutes les relations internationales, connaître d'autres réalités. Donc, nous avons besoin d'outils qui nous permettent d'avancer rapidement pour ce qui est de la formation et la qualification des comités d'entreprise. Ça, c'est un besoin très urgent parce qu'on trouve de plus en plus de difficultés dans ces contextes. Et on croit aussi que nous avons besoin de stratégies syndicales qui répondent à des intérêts de type général et qui nous mènent à voir beaucoup plus loin de notre contexte national parce que, bien sûr, sinon notre entreprise vont s'en aller. On a parlé du temps nécessaire pour la constitution des comités d'entreprise européens. En Espagne, par exemple, avec une chaîne d'hôtels, nous avons constitué ces comités d'entreprise européens après 4 ans. Cette chaîne d'hôtels délocalisée, on n'arrive plus à la contrôler. Donc, on a eu pas mal de problèmes. On a créé ces comités d'entreprise européens, mais cette chaîne d'hôtels a disparu à cause de la crise. Donc, comme Gabriel a dit tout à l'heure, nous avons vu comment les comités d'entreprise européens ne peuvent pas fonctionner et ne vont pas fonctionner s'ils ne sont pas supportés, ne sont pas renforcés, c'est-à-dire le droit d'information, de consultation. Donc, il faut travailler sur ce point-là. Et bien sûr, on est en train d'aller dans cette direction et on est en train de le faire grâce au projet Mumia. Et bien sûr, ce projet est important et nécessaire pour la survie des syndicats. Ce que je vais dire pour conclure, quand je peux m'adresser à un public, je vais tout simplement dire que la réalité qui va au-delà de nos frontières n'est pas la réalité. Bon, mais on se rend compte de plus en plus que cette réalité fait partie des droits des travailleurs, de tous les travailleurs, comme Gabriel a dit tout à l'heure. C'est un cercle, c'est pas un cercle vicieux, mais vertueux. Donc, c'est les seuls cercles qui donneraient une signification complète au comité d'entreprise européen, donc à l'utilisation des informations. Les syndicats pourraient avoir de plus en plus de force et, par conséquent, même le comité d'entreprise pourrait avoir de plus en plus de force. Donc, ça servirait aussi peut-être à donner aussi plus de valeur aux entreprises, même si la direction ne veut pas le reconnaître. Je ne veux pas gaspiller, prendre encore du temps. Je sais qu'on n'en a pas assez, mais nos idées seront exprimées dans les documents finaux que tout le monde pourra lire tranquillement. J'espère avoir été capable de transmettre tout ce que je voulais, mais je crois que c'est un projet positif et l'objectif est vraiment exceptionnel et merci à tout le monde.
On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais demander à tous ceux qui suivent, même pour Hélène, d'être très bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a un quart d'heure pour tout le monde. Buongiorno tutti. Buenos dias todas y todos. Donc je suis Hélène. Donc, Alors, je suis en charge des comités d'entreprise européens notamment. Donc je voudrais d'abord exprimer la satisfaction que j'ai d'être ici à un moment où l'Europe, on entend dire chaque jour, va mal. Donc de voir cette belle salle réunie autour de projets européens, c'est toujours très enthousiasmant de voir que ça continue. Donc pour rentrer très vite dans le sujet, il me semble que tous les points importants ont été abordés sur autant les points positifs que les points négatifs sur le fonctionnement des comités d'entreprise européens. Donc très rapidement, pour respecter le timing, je voudrais m'attarder sur un exemple que j'ai rencontré récemment dans le secteur de l'agroalimentaire dans lequel je travaille, c'est celui de Lactalis. Alors pourquoi je choisis Lactalis? C'est parce que c'est une entreprise qui est implantée à la fois en France, en Italie et en Espagne. Et donc je vais m'attarder vraiment sur la première marche de la constitution de comités d'entreprise européens, sans parler du fonctionnement, mais juste de la mise en place. Et donc je voudrais expliquer le fait qu'il y a déjà une initiative de la part de l'Espagne qui a fait signer, qui a réussi à réunir 100 signatures pour demander la mise en place d'un comité d'entreprise européen. Cette initiative a été suivie d'une lettre donc de l'AFGA, donc mon syndicat, et de l'URT en Espagne, une lettre commune qui a été adressée à la direction. Et ça, c'était il y a 1 an, et on n'a toujours pas de résultats concrets, toujours pas de réponse de la direction. À cela s'ajoute le fait que les Italiens, dans la mesure où des restructurations sont prévues prochainement, font pression sur les FAT parce qu'il y a réelle nécessité de mettre en place ce comité d'entreprise européen. Et donc, à partir de cet exemple-là, qui est plus un constat qu'un exemple, il me semble que c'est le moment, sur ce cas précis, de réunir nos énergies et de définir une stratégie autour de cet exemple qui pourrait être ensuite reproduite pour Sonoble, Intersnack, Belvédère, parce que je vous parle d'un cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Voir comment est-ce qu'on peut s'organiser tous pour pouvoir faire pression ensemble sur ces entreprises, pour pouvoir accélérer la mise en place de comités d'entreprise européens. C'est même pas accélérer, c'est aboutir à un résultat concret. Voilà. Donc peut-être qu'on pourra discuter un peu plus précisément de cette question-là demain parmi d'autres. Et c'est ce sur quoi je voulais conclure, conclure par cette question. Voilà, je vous remercie. Grazie Hélène. Alors, merci Hélène pour les questions, mais parce que vous avez été très brève, donc je ne sais pas si on peut rester dans les 3 minutes, mais je lui demande d'essayer de le faire. Grazie. Alors, merci à Gabriel. Je vais essayer de rester dans les 3 minutes. Premièrement, bonjour, bonsoir à tous. Je vais d'abord remercier RCL Filmscams qui est représenté par Gabriel pour avoir promu ce projet Mumia que je considère essentiel pour la défense des droits des travailleurs européennes dans les sociétés où travaillent surtout des multinationales. Merci bien sûr à tout le monde, à tous les collègues qui ont participé aux différentes tables de travail. Je ne peux pas les nommer tous, Stéphane, Massimo Folke, qui m'ont permis de comprendre que l'union parmi les différents collègues européens est essentielle pour arriver à des objectifs importants. Et donc aussi pouvoir donner une impulsion au développement européen pour la coordination des différentes actions syndicales. Alors, pour ce qui est de comité d'entreprise européen, dans la charte communautaire de la directive 2009-38 dont on a déjà parlé,
tout ça entraîne l'atteinte d'une politique sociale plus vaste. Je crois qu'on a affronté les problèmes qui n'avaient pas encore, les difficultés encore qui n'avaient pas encore été surmontées, qu'on n'a pas surmontées encore, mais disons qu'on a fait des progrès. Donc, le problème, c'est la concentration des entreprises qui augmente dans les marchés uniques européens, mais un autre problème peut être la participation des travailleurs à la constitution et à la vie même des entreprises. Les organisations syndicales, de leur côté, doivent adapter leur méthode d'action pour ne pas rester en arrière pour ce qui est de leur activité, pour ce qui est de la création des comités d'entreprise européens. Bien sûr, ce n'est pas facile. On a beaucoup de problèmes. On n'a pas seulement de problèmes du type d'entreprise. Il y a aussi des problèmes, des difficultés dans l'intérieur des syndicats eux-mêmes, à l'intérieur des fédérations. Les fédérations de représentation syndicale, pour vous faire un exemple, mon entreprise a des syndicats qui appartiennent à 3 fédérations, la Fédération des transports, la UNI. Mais d'abord, il faut mettre d'accord des fédérations pour commencer, pour démarrer les processus de constitution d'un comité d'entreprise. Nous avons, par exemple, avec mon syndicat, commencé longtemps pour demander des informations pour la constitution d'un comité. La création d'un comité d'entreprise, on n'a pas eu d'informations jusqu'en janvier 2011. Je ne veux pas rentrer dans les détails sur les différents points, les différents de ces processus, mais les différents aspects de la formation, par exemple, est essentiel pour constituer un groupe de négociation. Comme je disais, le processus dont je vous parle a été un processus assez long et en 2011, on a pu faire en sorte que la France et l'Espagne soient capables d'obtenir de l'information pour la constitution d'un comité d'entreprise européen et organiser la première réunion en 6 mois. Mais à cette date, on n'a pas vu la clôture des négociations. Et probablement, on ira jusqu'au mois de juin 2014. Peut-être dans une autre occasion, je pourrais vous parler de ce processus très long et difficile. J'ai envoyé plus de 500 courriels pour essayer de coordonner tous les aspects. Mais à part ça, je vais quand même vous remercier pour être là, tous, et pour cette tentative de collaborer entre syndicats européens. Je crois que la participation à ce projet est essentielle parce que ça signifie améliorer la vie des travailleurs en Europe. Ah, d'accord. Je dois demander une gentillesse à Denis. J'ai vu sa présentation, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout montrer. Donc, je voudrais te demander pour ceux qui n'avaient pas les écouteurs, donc je recommence. Et je disais que sa présentation est très intéressante et très longue. On ne peut pas la voir entièrement. Donc, je lui demande de la résumer en quelques minutes. Et demain, si on aura le temps, on pourra la présenter. Entre-temps, je voudrais lui dire que dans la salle, on a les 2 représentants italiens du comité d'entreprise d'IKEA. Vous le connaissez, c'est Bianca Marinari qui est ici à Florence. Elle est là-bas. Et donc, je crois que ton exposé sera très intéressant. Alors, bonsoir à tous. Alors, je suis Deniz Antogan de Turquie.
On a une longue présentation qui est difficile, et donc il est difficile d'en parler ici dans la réunion. Bien sûr, je vais en parler dans quelques minutes. Vous savez que la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, donc on ne peut pas représenter par le compte de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas représenter. Donc, on est très heureux d'être ici à Florence, en Italie, avec nos collègues. Et nous sommes ici avec 3 personnes, notre président, le secrétaire national et mon syndicat. On représente les travailleurs commerciaux. Donc, on est partenaire dans ces projets pour organiser tout le magasin IKEA en Turquie. Donc, il y a une grande bataille en Turquie pour la création de ces magasins IKEA. Donc, les différentes compagnies dans le magasin IKEA sont en train de faire de menaces, obliger les travailleurs à abandonner les syndicats. Voilà, si on avait eu le temps, j'aurais pu vous expliquer la situation générale en Turquie, peut-être la prochaine fois. Nous avons commencé avec l'organisation d'un magasin IKEA en 2010. Après ça, la société IKEA en Turquie a fait de pression sur les travailleurs pour qu'ils démissionnent des syndicats. IKEA en Turquie, c'est un franchising français, donc on dit on n'est pas vraiment IKEA, on est en franchising, donc on n'est pas responsable de licenciement légitime. Donc la pression au niveau de ces syndicats et la pression des sociétés sur les travailleurs pour qu'ils démissionnent des syndicats, si les travailleurs n'acceptaient pas les conseils de la compagnie, donc il y avait comme conséquence une facilité de licenciement de la part de la société. Donc la société a refusé d'établir un dialogue avec les syndicats et aussi de licencier les travailleurs. Et à ce moment-là, on a 2 cas de réintégration dans des cas, par exemple, de travailleurs. Il y a des cas où on les a appelés pour le menacer. Certains travailleurs ont démissionné des syndicats. Et en Turquie, les travailleurs doivent aller chez les notaires pour pouvoir s'unir en syndicat. Donc, on a démissionné. On a des documents de démission qui étaient signés pour de travailleurs qui n'étaient pas associés, qui ne faisaient pas partie des syndicats. La société les obligeait à démissionner. Et même s'ils disent qu'ils ne sont pas associés au syndicat, les obligent quand même à démissionner. Notre syndicat fait partie de ce projet. Donc, nous avons organisé un séminaire l'année dernière en Istanbul. Ce séminaire a eu un grand succès. Nous avons expliqué les informations que nous avons reçues de la part de nos membres. Nous avons organisé des rencontres dans différentes villes. Nous avons bénéficié énormément de ce projet et notre syndicat maintenant est bien heureux de faire partie de ce projet. Comme j'ai dit, nous avons aussi notre alliance syndicale d'IKEA. Donc, tous les syndicats d'IKEA dans le monde se sont réunis l'année dernière à Istanbul pour créer une alliance. Et la semaine prochaine à Stockholm, nous aurons une réunion avec Uni IKEA Global Alliance et de différents pays et différentes
représentants des syndicats vont donc se réunir pour créer une grande collaboration. Et ici, on veut vous dire que la Turquie, les syndicats turcs ont besoin de plus de collaboration et des soutiens de pays voisins. On croit que le partenaire de ces projets et les personnes qui sont dans cette salle de conférence, on sait que vous êtes des amis, vous êtes notre ami, et on voudrait être capable de créer plus de collaborations, augmenter la collaboration avec vous. Donc, on vous demande, vous suggère de continuer avec d'autres projets ensemble. Je m'arrête là et merci de votre attention. Alors, merci, Denis. Comme vous avez compris, l'organisation est liée aussi aux résultats, aux situations atmosphériques. Donc, il y a des situations en cours, dans le sens qu'ils nous ont communiqué qu'Ulysse Asgarido ne pourra pas être présent demain matin. Donc, ça sera à la fin de la matinée. Donc, il faut modifier quelques espaces. Et si Ulysse ne va pas arriver, j'espère qu'on aura quand même... On va lui envoyer des demandes, les non-questions écrites. J'espère qu'on va avoir des réponses écrites. Donc, on peut essayer de se relaxer. À un moment, on avait prévu des interventions d'autres camarades qui étaient présents. On peut déplacer quelques interventions demain. Donc, si Palkovic est d'accord, comme il a une présentation, si vous êtes d'accord de parler maintenant de l'expérience de PAL à ces sujets, et ensuite on va clôturer rapidement, comme il sait très bien le faire, les travaux avant le coffee break, avant la pause café, pour reprendre après avec Dieter et Romek. Donc, Ernest a la possibilité d'intervenir demain et les autres aussi. Si Paul est d'accord, je vais lui demander de parler maintenant. Donc, il est prêt. No, es mío. Voilà. No problema. Stop all that? Yes. Okay. So good afternoon. My name... Bon après-midi. Je suis le représentant de l'Hongrie, donc je vous remercie de votre présence dans cette salle. Donc je voudrais donner un petit résumé, faire une petite histoire, dirais-je, du travail hongrois dans cette activité. Donc, nous avons même les représentants de FAT qui sont à Budapest, et donc ces représentants nous aident à comprendre comment les choses se passent en Europe au niveau syndical. Un grand merci, Igor Train. Voilà donc le représentant qui a été soutenu par les FAT. Bon, c'est une dame. Elle s'occupe justement des activités touristiques à Budapest, avec une activité conjointe avec même d'autres collaborateurs en ce qui concerne la constitution du C. Nous avons même, la participation dans Eurocampus à l'an 2004. Donc, l'Hongrie est devenue donc membre officiel de l'Union européenne après cette date, 2004. Donc, en ce qui est de l'Hongrie, donc, il y a eu de grosses surprises parce que l'observatoire n'a été pas plus disponible pour l'Hongrie. Donc, il y a donc la cessation de la fonction de l'Observatoire européen.
Et donc, nous sommes à la fin de cette idée d'avoir donc la présence de membres au sein du forum de consultation. Nous avons parlé même d'autres campagnes, justement, de franchising, de franchise, donc qui n'ont pas le droit donc d'intervenir au niveau de ces travaux. Maintenant, nous avons, dirais-je, cette entreprise transnationale qui est tout à fait opérant en Hongrie. Mais nous n'avons pas de représentants hongrois en ce qui concerne le comité d'entreprise européen, indépendamment de ce que vous voyez dans la diapositive. Nous avons ma société avec 54 hôtels qui sont représentés dans 5 pays européens, l'Angleterre, la République tchèque, et même la Slovaquie, la Roumanie, et même l'Hongrie. Mais la propriété a donc refusé d'organiser donc la constitution de n'importe quel comité d'entreprise européen. Donc, il y a eu ce refus en ce qui concerne sa constitution. Et nous avons même une autre chaîne hôtelière hongroise que vous voyez donc à l'écran. Mais en raison justement de la propriété tout à fait compliquée, ça n'a pas été possible de bien organiser donc la constitution, la représentation des employés au niveau de ces... Et donc, Sodexo, c'est la seule société européenne qui a donc des membres syndicaux qui sont représentés au niveau du comité européen d'entreprise. La Sodexo, c'est la seule à avoir donc cette spécialité. Parfois, nous avons même des représentants de Sodexo qui vont délivrer des présentations, même par rapport à ces projets. Et après, nous avons Junior, qui est la deuxième société la plus grande. Mais ici, au niveau des Unions, nous n'avons pas d'activité. Et il reste Compass. Ils sont sortis de l'Hongrie, ça fait déjà des années. À la fin des années 80, ils sont revenus en Hongrie, ça fait déjà 2-3 ans, avec un modèle tout à fait nouveau. Mais les représentants syndicats sont toujours faibles, au mieux. Ça n'existe pas du tout. Les problèmes les plus importants que nous avons en Hongrie, à cause du changement de direction, nous avons ces gros problèmes. Donc, tout le monde sait que la chaîne hôtelière Hilton, donc, elle a été donc relevée par Blackstar, ça fait déjà 2 ans. Et d'après donc l'installation des nouveaux propriétaires, donc le C a complètement disparu. Donc c'est une chose tout à fait regrettable. Et après, nous avons Accor. Donc c'est un problème tout à fait spécial en Hongrie. Le Conseil travaille très bien. Le comité, dirais-je, européen travaille plutôt bien. Mais l'histoire avec les syndicats n'est pas des meilleures. Et l'accord, donc cette société a été relevée justement par une autre société avec beaucoup d'argent qui a été donc utilisé. C'est pour voilà donc que ceci a donné lieu donc à la disparition de notre union, de notre syndicat. Et nous avons tâché donc de remettre sur pied nos rapports, nos relations avec les soutiens justement des gens du Fonds monétaire international qui ont visité l'Hongrie. Ils sont venus 3 fois en Hongrie, mais c'était une histoire tout à fait difficile à gérer d'après donc la présence de représentants syndicaux européens, hongrois. Nous avons même Intercontinental qui a été relevé par une société tout à fait secrète et nous n'avons pas d'informations. Nous ne connaissons pas donc la direction. C'est une situation tout à fait étrange. Corinthia a tâché donc de constituer, d'établir et de créer un comité d'entreprise européen. Corinthia, dont le siège est Malte. Mais malgré la tentative de constituer l'essai, donc il y a eu un refus de la part de la direction. Donc, il y a eu des problèmes, justement, de constitution. Nos collègues
ont toujours tâché de constituer un comité d'entreprise européen, mais la direction a complètement refusé sa constitution. Donc, une chose est tout à fait regrettable, mais c'est comme ça. Donc, la situation est pareille à celle que nos collègues turcs viennent de nous dire, de nous expliquer. Donc, nous voyons qu'il y a des entraves, il y a des obstacles qui démontrent pourquoi nous n'avons pas réussi à constituer l'essai en Hongrie. Parfois, nous avons enregistré des problèmes avec des situations tout à fait sophistiquées au niveau justement de la direction. Parfois, il y a d'autres problèmes. Les patrons ou les propriétaires ont carrément refusé la constitution d'essai en raison de conditions de travail, de marché de travail tout à fait compliquées, difficiles, dirais-je, à dégager. Parfois, c'est même la direction des ressources humaines qui sont contraires. Et nous avons même des situations différentes parce que nous avons des employés qui sont recrutés sur pied et d'autres qui sont recrutés ailleurs. Mais uniquement pour l'essai, mais aussi pour les syndicats. Pour l'information et la consultation, je pense que nous avons besoin justement d'une charpente légale. La charpente existe, cela se porte bien. Nous avons la législation en ce qui concerne la législation en la matière du monde du travail qui est tout à fait efficace. Vous pouvez contrôler justement même la législation sur l'Internet et tous les citoyens peuvent s'enregistrer. Parce que nous avons un site avec des portails qui sont tout à fait publics organisés par le gouvernement. Donc, vous pouvez vous enregistrer et donc contrôler la situation législative au niveau de la société dans laquelle vous travaillez. Voilà donc mon histoire en ce qui concerne la Hongrie. Yeah. OK. Donc, je pense que... Avant tout, bonjour. Je m'occupe justement du secteur des médias donc, en Belgique. Donc, avant de commencer, je voudrais parler de mon implication, de mon organisation en ce qui concerne le projet MUMIA. Et je dois dire que la moitié des questionnaires ont été remplis en Italie. Donc, c'est une chose très importante. Et je suis tout à fait content de ce que l'on a fait en Italie. Et donc, je voudrais m'expliquer que malheureusement, donc, nous n'avons pas contribué comme nous aurions voulu. Parce que parfois, il y a eu des problèmes au niveau national. Maintenant, dans mon pays, nous avons des attaques contre le droit, justement, des employés. D'après la Deuxième Guerre mondiale, donc, il y a des problèmes d'étirement entre les différentes familles ou partis politiques. Et donc, nous avons enregistré une forte attaque contre les droits syndicaux des travailleurs. Et donc, nous devons considérer le fait d'améliorer les conditions de vie et les modes de vie des employés. Donc, il faut donc nous focaliser sur les problèmes internationaux. Quand j'ai écouté cette intervention, je pensais des possibles explications, mais même pour le cas HP. Et donc, je voudrais même commenter même tous les détails avec la tentative d'HP pour la coordination et même, dirais-je, la contribution positive ou négative de la part de la direction. Donc, j'ai des aperçus, même grâce aux diapos qui ont été donc préparés par Gabriel. Et donc, j'arrive donc à mes conclusions et je veux dire que quand je considérais les expériences pratiques, et nous pouvons en parler de ces expériences pratiques après, quand j'ai vu donc la présentation de Massimo et de Volker, nous avons parlé ce matin à l'époque du comité de direction. Donc, l'expérience que j'ai dans le secteur informatique médiatique
C'est une expérience très importante pour la constitution d'essais. Et peut-être nous sommes plus heureux par rapport à d'autres secteurs à ce qui est de la constitution justement d'essais, même si nous pouvons progresser, j'espère, avec une certaine vitesse, mais nous avons été plus heureux. Et donc, je me demande quel est le défi. Le défi, peut-être, c'est un paradoxe. Voilà ce que je me demande. En ce qui concerne les conclusions de Volcker, je suis toujours d'accord avec les conclusions en ce qui est de défis que nous devons relever avec une approche multisectorielle, justement pour une bonne coordination au niveau national, européen et même international avec les gens qui sont affiliés, qui ne sont pas affiliés de syndicats, les fédérations européennes et les confédérations. Donc, c'est un paysage tout à fait compliqué. Et je pense que nous devons penser à la façon la meilleure de coordonner, dirais-je, cette situation pour arriver à des très bons résultats. Et Volcker a commencé avec le point de force. Donc, vous avez la seule analyse, donc les menaces, les points de faiblesse, donc les points faibles et les opportunités, donc l'analyse SWOT. Alors, donc, nous devons résoudre ce qui est le paradoxe des syndicats sans, dirais-je, forcer les gens à arriver à des conclusions sans se presser. Mais ça, ce n'est pas, dirais-je, relever ce défi maintenant. Donc, si vous considérez ces sociétés que nous représentons, et je l'ai vu des gens dans les présentations au niveau international et au niveau européen entre, dirais-je, les fédérations et les confédérations. Donc, le même paradoxe va se relever, je pense. Je pense que quand les syndicats sont mieux organisés, c'est plus facile d'arriver à des résultats tout à fait, dirais-je, importants. Mais il me semble même difficile d'avoir une bonne coordination pour laisser notre position nationale pour s'ouvrir à de nouvelles structures de travail européens, internationales. Donc, ceci semble un peu affaiblir nos possibilités de succès. Et si je considère même le secteur des médias médiatiques et donc de l'informatique, les syndicats sont plutôt faibles, mais il est très difficile d'arriver donc à des conventions collectives tout à fait décentes avec la direction qui est tout à fait forte, contraire au dialogue social. Donc, nous n'avons pas une base syndicale forte, mais ce manque permet donc une meilleure coordination entre les fédérations syndicales et même pour considérer et même pour tâcher de résoudre les différences nationales. Donc, je pense que dans la suite de la conférence, notre défi à relever sera celui de renforcer cette coopération. Je veux vous provoquer. Donc, nous devons partir de ce paradoxe faible des syndicats et donc pour être tout à fait plus forts, pour coordonner et pour agir de façon meilleure, parce que nous devons travailler ensemble et nous devons dépasser nos différences nationales. Et tout ceci peut être un exemple pour cette situation de faiblesse. Nous pouvons apprendre pour ressurgir, être plus forts qu'auparavant. Je pense que Gabriel, je pense que je dois donc arriver donc à des considérations philosophiques et je pense que je voudrais donc vous remercier à l'avance pour ce que nous allons discuter par rapport à ce sujet dans les prochaines heures à venir. Donc, voilà donc une des choses importantes. Je pense que même avec ces changements du programme, et donc le manque d'organisation italienne, donc est toujours à même de survivre. Mais le côté intelligent, que le manque d'organisation n'est pas uniquement italien, parce que Cool n'est pas italien.